ni Madame la sénatrice, ni le professeur Trude n'ont fait allusion au rôle des Européens dans la décomposition de la Yougoslavie. Cela m'aurait intéressé de savoir ce qu'il en reste du côté de l'opinion publique ou des politiciens serbes. Comment regarde-t-il cela? Est-ce que ça a un rôle dans la façon dont le public ou la politique regarde la politique de l'Union européenne? Je vous remercie pour cette question. Alors c'est vrai que ça nous ramène à des années un peu plus sombres, mais actuellement c'est vrai que la désaffection vis-à-vis de l'Union européenne est assez forte dans certains de ces pays. En Serbie, au dernier recensement, il y a plus de 60% de la population qui est contre l'intégration à l'Union européenne. Ça s'explique en partie par comme vous dites, en tout cas pas l'Union européenne, mais ce qu'avaient fait les pays européens dans les années 90. Mais je pense que les gens quand même font la différence entre ce qui s'est passé dans les années 90 et maintenant. Il y a des élections à Belgrade là dans 2 semaines, et il y a des partis qui sont maintenant justement qui essaient de dépasser quand même ces clivages historiques, dont Mme Kovic fait partie, justement un nouveau parti qui est créé par des intellectuels sur des bases tout à fait nouvelles. Donc il y a vraiment quand même les partis anciens qui ont oublié un peu cette question-là. Vous voyez ? Merci. Notre président Emmanuel Macron s'est rendu à Tirana il y a peu de temps. On a souligné les progrès de l'Albanie, notamment le dernier rapport de la Commission européenne 2023 est plutôt bon. Il me semble qu'il y a eu des progrès. Est-ce que la visite du président a ramené un peu une envie d'Europe en Albanie? Est-ce qu'il y a un effet suite à cette visite? Et aussi, il faut souligner qu'il y a maintenant un campus, Collège de l'Europe, qui est maintenant à Tirana. Et donc c'est un pas en avant vers l'Union européenne. Et c'est une bonne chose, je pense. Merci beaucoup pour la question. En fait, c'est une visite historique vu que c'est la première fois qu'un président français fait une visite officielle en Albanie. Donc, ça montre aussi une bonne volonté de part de la présidence française de pouvoir donner une attention aux Balkans. Et en fait, c'était déjà aussi mentionné que c'est la première fois qu'un président français se dédie aux régions de Balkans comme le président Macron l'a fait. Le rapport de la Commission, évidemment, fait toujours référence pendant toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme le résultat de chaque octobre? Donc, le rapport annuel de la Commission, évidemment, c'est les résultats techniques. La Commission ne s'inspire pas de visites officielles ou de la politique. Donc, et c'est un petit peu ça aussi la garantie que le processus de l'adhésion est basé sur les mérites et pas sur de volonté politique d'accueillir tout simplement deux pays. Mais je dirais que pour l'Albanie, il n'y a jamais eu une hésitation ou un autre scénario à part le scénario de se joindre à la famille européenne. Malheureusement, encore, je le répète, nos défis, c'était plutôt lieu tout d'abord dans les années 90 avec les pyramides financières. C'était quand même une guerre civile presque. Donc, et par après, oui, le phénomène de la corruption. Mais en soi, je ne peux pas dire que il y a, si on doit aussi mesurer une sorte d'enthousiasme, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a des périodes où ça a diminué aussi la conviction de citoyens pour faire partie de l'UE. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame Hidon? Oui, le micro, s'il vous plaît. Non, pour M. Fritz. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Le micro. Je voudrais savoir comment aujourd'hui l'Albanie envisage son voisinage avec le Kosovo. Merci beaucoup pour la question. En fait, l'Albanie est considérée par toutes les minorités
autour de l'Albanie, la patrie, autrement dit the motherland. Donc il y a toujours eu une nostalgie de part de tous les Albanais autour de l'Albanie pour se joindre à la Grande Albanie, que comme on sait, notre invité va parler beaucoup plus largement. C'est pour cela que l'Albanie a toujours joué un facteur de stabilité, parce que ça n'a jamais encouragé les minorités autour pour qu'il y ait une grande Albanie. Chaque fois qu'il y a eu une mention vers les hauts fonctionnaires albanais d'Albanie, il y a toujours eu un découragement pour que les minorités, ils pouvaient, albanais autour, donc soit de Macédoine du Nord ou de Monténégro ou le Kosovo, ne pouvaient pas avoir ça comme ambition. La réponse a toujours été que vu qu'on a le scénario de devenir, de faire partie de l'UE, donc une union sans frontières, on ne doit pas avoir d'autres types d'initiatives liées à de grandes Albanies ou d'avoir d'autres ambitions, voire hégémoniques. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions pour Madame Baudot? Merci bien de votre présence et merci beaucoup, je vous en prie, en attendant votre article détaillé. Merci bien. Il y a d'autres questions? Selon les normes. Bien sûr. Selon les normes si vous permettez, Frédéric. Je vous en prie. Oui, j'avais une question pour M. Troul. Vous avez dit à la fin de votre présentation qu'il y avait une certaine nostalgie de la Yougoslavie. Vous avez mentionné la possibilité de mini-fédération. Vous avez parlé de Bosnie, Kosovo, Serbie. Et je me demandais comment le Kosovo pourrait s'allier, enfin, avec, dans la situation actuelle. Oui. Et donc, une question secondaire, c'est quelle perspective vous voyez pour cette indépendance du Kosovo qu'il recherche et qui est une lutte actuelle? Voilà. Alors, je vous remercie pour ces deux questions. La seconde, il y a tout un sujet de Nicolas Hogard, cette question-là, mais moi je me permettrai de vous répondre à la première. Non, économiquement, déjà le Kosovo ne peut pas vivre sans la Serbie, puisque c'est toutes ces exportations, par exemple, de lignite, une partie de sa production d'électricité passe par la Serbie, puisqu'il faut savoir que les guerres n'ont pas tout détruit. Les guerres n'ont pas détruit les lignes électriques qui existaient auparavant en Yougoslavie. Et donc, une partie de l'énergie du Kosovo passe par la Serbie, une autre partie par la Serbie. Donc, économiquement, et puis le réseau routier. L'Union européenne est en train de relier Pristina à la capitale albanaise, donc Tirana. Mais de l'autre côté, Pristina est déjà reliée à Belgrade d'un côté et à Skopje en Macédoine de l'autre. Donc les transports et l'énergie sont déjà mettent le Kosovo dans un... Donc économiquement, c'est tout à fait possible. Je ne vais pas déflorer un peu ce qui va être dit après, mais l'indépendance du Kosovo, c'est un terme qui n'est pas encore accepté à l'ONU, puisque le Kosovo n'est reconnu que par 96 pays. Alors il faut les 2/3 des membres de l'ONU. C'est ça. Bon. C'est encore, selon la résolution 1244 de l'ONU, partie intégrante de la Serbie. Et donc, dans ce cas-là, on peut imaginer une mini-fédération où le Kosovo ferait partie égale avec la République serbe de Bosnie, par exemple. Vous voyez ? Et à mon avis, il y a de plus fortes chances qu'on aille dans cette direction-là que dans le dernier facteur. Le recensement sur le nombre d'habitants parlé d'émigration, Monsieur Dumont, massive. Alors les chiffres, on peut vous les donner, mais au Kosovo, le recensement date de 1991. Tous les projets de recensement qui ont été faits depuis ont été rejetés par les autorités de Pristina. Or, sur le terrain, il y a une partie de cette population du Kosovo qui est partie déjà en Autriche, en Allemagne. Donc, voilà les éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va reprendre la deuxième séance.
Je laisse... Bien, si c'était court, vous avez la parole. C'est Monsieur Trude, tout à l'heure, vous avez évoqué les autoroutes chinoises et qui sont notamment, il y en a qui se font dans le Monténégro, c'est ça? Et je voulais savoir, c'est vrai qu'on ne l'évoque jamais parce que c'est pas la doxa française actuellement, enfin officielle, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, est-ce qu'il existe déjà, ou est-ce qu'un jour, potentiellement, il pourrait exister des rapports justement entre la France, ou du moins les États d'Europe occidentale, et tous ces travaux qui se font dans le cadre notamment du projet One Road, One Belt chinois, afin qu'on essaye d'établir une certaine cohérence entre régions du monde. Et je pense que c'est un problème crucial et qu'on souvent... J'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup, qu'on l'évoque beaucoup du côté français encore. C'est assez tabou. Oui, oui, je vous remercie. Mais non, malheureusement, je crois que, en tout cas du point de vue des Chinois, c'est une véritable géostratégie de pénétration des marchés européens. Ils ont nommé la Serbie comme cheval de Troie de leur entrée dans l'Europe. Et ils s'y prennent vraiment à plein temps, hein, puisque, on l'a vu tout à l'heure, gazoduc, autoroute, pont. Ils sont pour le moment en confrontation avec l'Europe. Je ne vois pas les projets. Si vous parlez de la France est très présente en Serbie, ou en Croatie, ou en Bosnie, mais les projets français sont en contradiction avec les projets chinois. Il y a une véritable... Mais ce que nous, en France, comme vous dites, on a oublié depuis longtemps, il y a une réelle politique de la part des Chinois, alors que les Français pensaient qu'il suffisait de jouer sur la francophilie, dont je parlais même à pour pouvoir se développer. Non. Quand M. Mondeleny m'a reçu en arrivant à Belgrade en 2017, il m'a dit « On a perdu 20 ans. On recommence seulement maintenant, nous, la France, à réinvestir ces pays-là. » Oui, mais pendant 20 ans, les Russes et les Chinois, eux, ils ont avancé. Et donc, non, malheureusement, je pense qu'il y a une véritable guerre, au contraire, économique dans les Balkans, entre Chine, Russie, France, Allemagne, États-Unis. C'est justement là qu'on se pose la question de l'éventualité de créer quelque chose de constructif entre l'Orient et l'Occident, parce que là, je pense que c'est une opportunité. Et en quoi est-ce que nous, Français ou nous, pays occidentaux, pourrions nous rendre acteurs de ces projets chinois afin de ne pas les subir? Voilà, c'est tout. Je voulais juste faire cette remarque-là. Oui. Bon, on n'a pas la réponse pour le moment. En tout cas, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a une telle francophilie. Quand vous avez Belgrade face à l'ambassade de France, vous avez un monument unique au monde. Aimons la France comme elle nous a aimés. Mais rien que ça, si vous voulez, ça donne du baume au cœur et ça permet de croire en l'avenir.